Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Growth Odyssey, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui vivent et font la croissance. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Perrin, CMO de Sapiens. Salut Aurore, comment ça va ? Très bien, et toi Simon ? Écoute, ça va super. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast. Il y a plein de choses à dire sur ton métier de responsable marketing chez Sapiens. Et brièvement, pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'est Sapiens ? Quelle est votre mission ? Alors Sapiens, c'est une société qu'on a lancée il y a 2 mois maintenant, donc c'est une toute jeune société, et c'est ce qu'on appelle un family office digital. Donc c'est un terme qui est pas forcément connu par tout le monde, ça appartient au milieu de la finance, et le principe d'un family office, c'est que c'est une entreprise qui va aider les personnes fortunées à gérer leur patrimoine. Donc historiquement, les family office, c'était plutôt des grandes familles françaises, notamment des grandes familles industrielles, qui avaient embauché des personnes à plein temps pour gérer les investissements financiers qu'ils allaient faire sur la base de leurs revenus de l'entreprise. Et plus récemment, se sont développés ce qu'on appelle des multi-family office. Donc, c'était souvent en fait aussi des entrepreneurs, mais qui n'avaient pas forcément pour le coup une fortune qui nécessitait d'avoir son propre multi-family office, son propre family office. Et donc, ils se sont plutôt rejoints entre entrepreneurs pour structurer des multi-family office. Et donc, nous, avec Sapiens, en fait, on est issu d'un multi-family office qui s'appelle Ivesta, qui est un des leaders en France. Il est élu meilleur family office français depuis 2019. Et le constat que fait Ivesta et qui est à l'origine de Sapiens, c'est que parmi leurs clients, ils ont une centaine de clients qui ont plus de 20 millions d'euros de patrimoine et un business model qui fonctionne aux honoraires. C'est-à-dire que en dessous de 20 millions d'euros de patrimoine, ça coûterait trop cher au client, ce serait pas rentable pour le client de payer le service d'un multifamily office. Cependant, ils avaient beaucoup de clients qui avaient des amis ou même des associés qui avaient contribué à l'aventure entrepreneuriale, qui avaient participé à la cession de l'entreprise, mais qui avaient un nombre de parts plus faible et donc pas forcément 20 millions d'euros de patrimoine disponible, mais qui étaient intéressés par les services que proposait Ivesta. Et donc, ils ont voulu développer cette offre-là, qui était digitale, et c'est Sapiens. Et donc, en fait, l'idée, c'est de récupérer en fait tout le savoir-faire d'Ivesta en matière de sélection des solutions d'investissement, en matière d'accompagnement patrimonial, mais de les mettre à disposition différemment à une autre typologie de clients que sont les clients Sapiens, qui ont plutôt entre 1 et 20 millions d'euros de patrimoine, qui cherchent à placer cet argent avec un vrai accompagnement patrimonial où on va en fait être capable de les écouter par rapport à leurs objectifs de performance ou leur projet de vie. Est-ce qu'ils ont prévu, je sais pas, d'ici 3 ans de faire le tour du monde et donc ils veulent avoir une poche réservée à ça? Est-ce qu'ils ont des dépenses courantes? Est-ce qu'ils ont un projet de monter une nouvelle entreprise bientôt? Enfin, tous ces facteurs-là, on va les prendre en compte pour structurer leur patrimoine et leur permettre d'avoir accès à des solutions ultra exclusives parce que c'est les mêmes que celles dans lesquelles investissent les clients d'Ivesta, mais avec un niveau de patrimoine qui est un peu plus faible. Et ce qui est important, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas forcément avant de travailler dans le private equity, mais typiquement sur sur certaines solutions d'investissement et notamment les plus exclusives, il y a des énormes différences de performance et qualité entre les moins bons et les meilleurs, et ce qui est accessible au grand public est pas forcément toujours ce qu'il y a de meilleur, parce que concrètement, les très très bons fonds, en fait, ils sont ce qu'on appelle sursouscrits. Il y a plus de gens qui veulent rentrer que de gens qui veulent d'argent à collecter. Donc concrètement, c'est les plus gros qui arrivent avec des gros tickets, et les fonds ils s'en mettent pas à aller chercher des petits clients. Et donc nous on permet à des plus petits clients d'accéder à ces solutions-là. Donc Sapiens, c'est ça. Ok, très clair. On va aller s'intéresser au business model que tu évoques. Juste avant, j'aimerais qu'on s'intéresse à ton parcours, qui est singulier, qui est assez riche. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi l'itinéraire que tu as traversé pour devenir la responsable marketing d'aujourd'hui, tes différentes expériences? Alors effectivement, j'ai fait pas mal de choses et assez différentes, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, là où je suis assez contente, c'est que je suis sur un poste qui centralise beaucoup de choses que j'ai pu faire avant. Ça, c'est l'intérêt. Moi, j'ai fait à la base des études en sciences humaines, donc plutôt un peu rien à voir en plus avec le marketing. Mais je suis rentrée chez L'Oréal juste après mes études, où j'étais chef de produit marketing sur des parfums chez Yves Saint Laurent. Donc super expérience, mais très orientée produit et marketing luxe.
J'y suis restée quelque temps. Puis j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Lucette. En tant que CEO, j'étais la première salariée. On était aussi dans l'univers des cosmétiques, sauf que c'était vraiment très digital. En fait, Lucette, c'était une plateforme de recommandation de produits de beauté. Donc on avait un algorithme. En fait, on avait une communauté de femmes qui répondaient à des questionnaires. Et derrière, on était capable de calculer leur score d'affinité avec l'ensemble des produits du marché. Donc moi, là-dessus, je touchais à énormément de choses, mais c'est notamment à travers ce poste que j'ai énormément appris sur tout ce qui est SEO et e-réputation, parce que avec Lucette, on avait réussi à développer notre site et une connaissance produit qui faisait qu'on était numéro 1 sur les requêtes Google de tous les produits cosmétiques plus avis. Donc c'était énorme en fait, c'était d'une puissance inouïe. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai pris la mesure aussi de l'importance du SEO et des leviers et de la multiplicité en fait de facteurs qui vont déterminer le SEO. Mais en fait, on se rend compte que quand on a un site qui est performant, quand on a du contenu qui est régulier, puis en plus on avait de la chance, c'était il y a 7-8 ans, et donc en fait, on avait des boulevards. Enfin, il y avait plein de trucs qu'on faisait et qu'aujourd'hui on peut plus faire parce que typiquement on avait mis en place plein de partenariats éditoriaux avec plein de médias féminins, on leur écrivait des articles, on faisait du backlinking. Aujourd'hui c'est impossible, aujourd'hui on paye 1 500 € l'article. À l'époque on produisait beaucoup de contenu, on bossait beaucoup, mais ça nous coûtait zéro en fait, et on arrivait à faire tourner avec des moyens de dingue. Et derrière, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait des campagnes assez globales de e-réputation à des marques de cosmétiques. On leur disait bah voilà, pour tel lancement, alors, on a retravaillé par exemple avec Yves Saint Laurent. Vous allez lancer Touche Éclat dans 3 mois. On va vous faire une campagne de test avec 100 de nos utilisatrices qu'on va trier sur le volet par rapport à la data qu'on a les concernant. Elles vont tester, elles vont mettre un avis positif. On va vous faire une super fiche. Vous serez numéro 1 sur Google. Et derrière, quand on tapera Touche Éclat Yves Saint Laurent avis, ça sera nous. Et donc, c'est hyper puissant. Et on faisait aussi plein d'influences autour parce que ça a aussi contribué aussi, c'était le début, mais à améliorer le score de notoriété du site. Donc, si je comprends bien, tu es plutôt autodidacte, en fait, sur le marketing. Donc, après tes études, c'est les différents postes que tu as occupés qui étaient à dominante opérationnelle. Et c'est là où tu as été touché, comme tu le disais, au SEO, aux campagnes marketing, à la stratégie marketing aussi par rapport à ton expérience en start-up. Tu dirais quoi à celles et ceux qui veulent se lancer dans le marketing aujourd'hui, qui sont issus d'autres formations, d'autres mondes, qui aimeraient, d'un point de vue reconversion, s'engouffrer dans ces compétences-là? Ce serait quoi un peu tes tips pour ces personnes? Honnêtement, moi, j'ai les deux approches parce que, alors chez L'Oréal, pour le coup, c'était très cadré. J'ai appris énormément et j'aurais pas pu apprendre ce que j'ai appris chez L'Oréal toute seule, comme ça. Chez Lucette, à contrario, j'étais toute seule à apprendre sur le tas. Et j'ai vraiment senti, et c'est amusant que tu poses la question, mais il y a vraiment eu un moment où chez Lucette, je me suis dit, en fait, là, je crois que j'arrive au max de ce que je peux apprendre par moi-même. Et je me souviens d'avoir cette espèce de rêve de dire, en fait, j'ai envie de me retrouver dans un bureau avec 5 personnes de 50 ans qui sont des roublards des sujets et qui vont me dire non, mais en fait, ma cocotte, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je pense qu'il faut avoir une forme d'humilité quand même par rapport à ce qu'on peut apprendre seul. Oui, on peut apprendre énormément de choses. Oui, le marketing digital, c'est un milieu où en fait, ça va très vite. Il faut être hyper agile, il faut être curieux. Et ça, c'est inévitable. En revanche, il faut pas non plus complètement cracher sur ce qui a toujours été fait parce qu'il y a quand même des réflexes, il y a du bon sens, il y a de l'expérience, il y a des connaissances terrain en fait qu'on doit aller chercher aussi auprès des gens qui pratiquent ça depuis longtemps. Et je pense que, être bon en marketing, c'est être capable de s'inspirer des deux et d'être capable aussi de côtoyer des gens qui ont cette expérience. Donc, quand tu dis s'inspirer des deux, c'est à la fois pouvoir faire sa veille et tester opérationnellement, faire ses erreurs, la boucle d'apprentissage classique, mais aussi s'entourer des personnes expérimentées qui peuvent nous guider et nous orienter. C'est bien ça? Complètement. Et je trouve surtout sur des sujets... alors, je fais la distinction aussi entre marketing digital, qui est beaucoup moins bien structuré que du marketing plus classique. Par exemple, il y a des bases du marketing très classique, du genre tester, faire des études. Bon, c'est un truc qui se fait depuis que le marketing existe. À la base, le marketing, c'était comprendre le marché. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'en marketing digital, quelqu'un qui commence, il ait ce réflexe-là de dire je vais prendre un panel, je vais regarder, je vais tester mes produits avant de les lancer et tout. On est beaucoup plus dans un petit truc de je teste, de machin. Je pense que les deux sont importants. En fait, c'est difficile d'être hyper bon sur la durée si on fait pas ce travail de fond qui est de construire la marque de manière puissante avec une stratégie d'études très structurée et tout. Donc c'est vraiment les deux. Et moi, je l'ai vu dans l'expérience que j'ai eue après en banque, un peu sans transition, mais où j'ai pour le coup bossé avec des gens qui étaient sur ce métier depuis longtemps, qui avaient beaucoup baroudé. J'ai quand même vu qu'ils avaient un rapport à leur travail et au marketing qui était plus long-termiste et que je trouvais assez intéressant aussi et complémentaire par rapport à ce que je faisais chez Lucette, où on testait plein de choses, mais parfois on n'allait pas au bout. Et voilà. Ouais, donc, tu as pu tester beaucoup d'organigrammes différents, d'industries différentes. L'Oréal avec les cosmétiques, Lucette
cosmétique aussi, marketplace, mais plutôt start-up. Et puis établissement bancaire. Ouais. On peut citer l'écurie, vu que ça peut faire le lien avec Ouais, ça. en fait, alors mon truc, c'est quand même resté depuis Lucette d'aller quand même dans des boîtes qui étaient en création. Enfin, et quand j'ai rejoint Santander, après Lucette, ce qui m'a intéressé, c'est que Santander, donc c'est une énorme banque espagnole, hein, c'est le BNP, mais en France, il venait d'arriver, et donc c'était encore une petite équipe avec vraiment un country manager qui avait été nommé là avec un business plan à faire, et puis il était en train de construire en fait la marque en France, donc il y avait quand même beaucoup de choses à construire. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, et en même temps, on avait la chance d'être encadré par un gros groupe avec des process, et alors parfois c'était un peu casse-pied. Mais d'un autre côté, ça nous oblige à nous structurer. Et c'est pour ça aussi que je dis que je trouve que l'un et l'autre, finalement, sont hyper importants. Parce que oui, c'est un peu casse-pied de devoir se structurer, de faire des process quand on a envie d'aller vite. Il faut savoir le faire au bon moment. Mais honnêtement, c'est quand même assez précieux, je trouve, pour être capable... Et notamment, en fait, quand on est jeune, je trouve ça plus dur d'apprendre à processer intelligemment que à trouver des bons résultats facilement avec des quick wins. Et ça s'apprend aussi avec les plus anciens. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que les process, pour moi, c'est essentiel. Je ne jure que par ça. Et je processe chez Make the Grain, en tout cas, depuis le jour 1. Okay. Et effectivement, savoir processer et transformer des process en standard, c'est vraiment une discipline. C'est quoi ta méthode à toi pour le faire? Alors déjà, je pense que j'ai un caractère où je suis pas la meilleure pour faire les process de base. Enfin, peut-être que j'étais jeune, mais en tout cas chez Lucette, honnêtement, s'il y a bien un truc que j'ai raté, c'était faire des process. Parce que je voulais tellement faire tout que j'avais pas eu le réflexe. Et c'est après, en arrivant justement chez Santander, que je me suis dit, ah ouais, ils font ça, c'est pas mal quand même. Et donc aujourd'hui, je le fais beaucoup plus. Sur Sapiens, parce que c'est plus récent, et j'ai une approche qui est un peu le mix des deux. C'est-à-dire que je pense que il y a quand même un moment dans la vie de ton entreprise où tu dois être capable d'être un peu sur tous les fronts, de tester plein de choses, et il faut pas s'alourdir inutilement. Alors, effectivement, faire des process des jours 1, évidemment, commencer dès le début à pas, à noter ce qu'on fait, à avoir des tableaux Excel de suivi, à avoir, c'est la base, hein. Mais il faut pas non plus aller trop loin, parfois, je trouve, dans le process, parce qu'on peut vite perdre de l'agilité à un moment où on a vraiment besoin. En revanche, moi, je suis assez partisane de... au début, on y va, on teste plein de choses, on regarde ce qui prend, on regarde ce qu'on aime faire, on regarde ce qu'on n'aime pas faire. Et puis par contre, à un moment, on se pose, on prend de la hauteur, et là, on structure. Et moi, j'ai tendance un peu à fonctionner comme ça, à part mais c'est un peu un mode sprint, enfin, de faire des espèces de vagues de 1, 2, 3, 4 mois, en disant, bah, sur ça, on va pas se poser de questions, on va y aller comme des fous. Par contre, à un moment, on va s'arrêter, on va prendre de la hauteur. Et en fait, je me rends compte, d'un point de vue RH aussi, c'est indispensable, parce que pour les équipes, pour être capable de leur fixer des objectifs, ne serait-ce que pour ça, en fait, il faut le faire, parce que sinon, si tu sais pas où tu vas, si tu fais pas ces stops-là, tu sais pas où tu vas, les équipes encore moins, quoi. Et c'est, pour te compléter, c'est essentiel pour toute structure et organisation qui veut se développer, faire de la croissance, accueillir des nouvelles personnes, lancer des nouvelles business units, par exemple, parce qu'il va falloir déléguer, il va falloir donner des clés, et à ce côté un peu inbound. Parfois, les process, moi, je les considère comme des ressources inbound, un peu comme si on faisait des articles. Faut qu'on puisse embarquer dans la manière de bien délivrer, bien rythmer certaines actions, ceux qu'on accueille dans la structure, quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Tu m'as dit, donc, tu aimes bien t'entourer. Justement, quel a joué le rôle du mentoring dans tes différentes expériences chez L'Oréal, Lucette et chez Santander? Alors, dans quelle mesure j'ai été mentorée ou j'ai été mentor? Est-ce que tu as eu un ou des mentors? Comment ça s'est passé? Comment ça t'a forgé là aussi Ouais, bien sûr. Alors, honnêtement, j'ai bossé avec plein de gens super avant, hein, mais j'ai eu un premier enfin même excellent manager quand je suis arrivée chez Santander, et c'est à ce moment-là que j'ai un peu aussi regardé différemment mon passé professionnel, et où je me suis rendu compte que il y avait des choses où c'était pas de ma faute si j'avais pas réussi, par exemple. Donc honnêtement, je pense que quand on est jeune, on a tendance un peu à foncer tête baissée dans les sujets, à se remettre en cause sur tout. Donc moi, mon vrai mentor, ça a été chez Santander, honnêtement, qui m'a énormément appris, parce qu'il avait, il était fait pour manager, quoi. C'est-à-dire que c'était une personne, en fait, quand tu faisais un point avec lui de parcours, il avait réfléchi avant à ce qu'il allait te dire, il t'apportait des éléments qui étaient utiles, et où tu te disais, ah ouais, en fait, il a raison, il m'a bien observé, il a réfléchi avant de me le dire. Ça, je l'avais pas tellement connu avant, et c'est indispensable. Après, je fais la distinction aussi entre des mentors comme ça qui vont avoir une vision globale et humaine.
et en plus professionnels, et puis des gens qui en fait professionnellement au quotidien vont apprendre plein de choses parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont exigeants, parce que enfin, voilà. Et j'en ai eu heureusement dans mon parcours, chacun avec leur qualité et leurs défauts, quoi. Ok. Ce que je te propose, c'est de revenir à Sapiens. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous définissez comme le premier family office digital français. C'est un terme qui m'a interpellé. Est-ce que tu peux m'expliquer, pour donner les grilles de lecture à ceux qui nous écoutent et nous regardent, de ce business model? Qu'est-ce que c'est concrètement ce terme? Alors, ce que je disais sur le family office digital, effectivement, on est le premier parce qu'on s'éclaire. Il faut savoir que family office, c'est pas un terme qui est déposé. Donc, en fait, il n'y a pas de définition. Enfin, c'est une définition d'expérience, quoi. Mais il n'y a pas un diplôme de OK, c'est bon, t'es family office. Autant on est accrédité par l'AMF, on est ce qu'on appelle COA, mais on n'est pas on n'a pas genre le diplôme family office. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle family office digital? Déjà parce qu'on a cette légitimité quand même par Ivesta. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu le rendre digital? C'est parce qu'en fait, pour la petite histoire, au moment où Ivesta s'est créé, il répondait déjà à un besoin de nouvelles typologies d'investisseurs qui trouvaient pas satisfaction par rapport aux offres du marché. Donc à l'époque, si tu avais un patrimoine à gérer, tu avais soit ton family office, soit tu allais en banque privée, soit tu allais chez un conseil en gestion de patrimoine. Mais eux, qui avaient peut-être un rythme professionnel qui était très dense, beaucoup plus dense, par exemple, que peut l'être celui d'un héritier, et qui avaient aussi des gens en face d'eux qui avaient l'habitude en fait d'être très efficaces et assez smart en fait dans leur manière de voir les gens et leurs prestataires. Et donc ils arrivaient avec une exigence de compréhension, d'accompagnement qui était assez différente. Et en plus de ça, une vision globale et assez business en fait. C'est-à-dire que t'arrives dans la banque privée, tu vois que la moquette a l'air de coûter très cher et qu'on t'invite à des événements tous les 2 mois dans des endroits hyper luxueux, tu dis en fait ça c'est des frais de fonctionnement. Donc en fait à un moment, moi dans mes frais, ça doit être répercuté quelque part. Et donc ce rapport-là exigeant, intelligent par rapport à ton prestataire, ça a été un peu à l'origine de la réflexion qu'il y a eu sur Ivesta, et c'est exactement ça aussi qu'on va chercher sur Sapiens, parce que si tu tires la ficelle, c'est la même chose en fait. C'est qu'aujourd'hui, t'as des gens qui ont un peu moins de patrimoine, mais qui sont clairement prêts à faire une croix sur la belle moquette, le gars qui tire ta chaise quand tu t'assieds, et qui dit moi une plateforme digitale ouverte 24 heures sur 24 où je fais mes trucs en autonomie, et en fait je lève la main quand j'ai un problème, ça me va très bien, j'ai pas besoin de plus. Et ça rejoint des usages qu'on a eu l'habitude qui ont évolué notamment avec le Covid, mais prendre rendez-vous chez le médecin en ligne, aller te déplacer chez le médecin parce que t'as une vraie maladie, t'es d'accord. Il y a certains trucs, en fait, tu préfères prendre rendez-vous en ligne parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc c'est un peu ça, en fait. Le premier family office digital, c'est se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui fait l'essence de la qualité de notre service, les solutions, l'accompagnement sur mesure, et qu'est-ce qui est un peu superflu et dont on peut se délester pour aussi proposer le meilleur rapport qualité-prix à nos clients par rapport à ce qu'ils estiment être la qualité. Et donc, moi, je pense que nos attentes en termes de qualité ont aussi changé, parce que c'est des gens plus jeunes, parce que c'est des gens qui ont moins de temps, parce que c'est des gens qui sont peut-être moins regardants sur le contour, quoi, et se dire, voilà, ça a évolué, on laisse de côté et on se concentre là-dessus. Donc, c'est en ça que je trouve qu'on a un positionnement qui est singulier, c'est qu'on garde cette nature family office, mais on le digitalise dans le sens où on enlève tout ce qui sert moins. En fait, ce que ça me fait penser, c'est que c'est le mot évolution que je retiens. C'est un métier qui est centenaire, mais finalement, on est en train de switcher, décaler l'expérience client qui va avec, via le digital, via l'apport de flexibilité, via peut-être aussi plus de transparence et d'accès à la bonne information aussi directement pour un plus grand nombre de personnes. Il y a ce côté moins finalement élitisme, même si on reste quand même sur des cibles premium. Et donc ça, c'est intéressant. Et on parle... Pardon. Tu voulais compléter? Ouais, ce qui est quand même hyper difficile dans notre métier, c'est intéressant que tu le soulèves, c'est que on est sur un métier qui est basé sur la confiance. Et tout l'exercice et la difficulté de notre métier, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance par le digital. Et ça, c'est hyper dur. Et enfin, nous, notre ticket d'entrée, il est à 100 000 euros, si tu veux. Donc en fait, tu peux pas... faut y aller, quoi, pour lâcher 100 000 balles à quelqu'un que t'as jamais rencontré. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer une qualité de service, une expérience suffisamment propre, suffisamment rassurante pour qu'à la fin, tu puisses lâcher 100 000 euros? C'est pas comme d'acheter du dropshipping à 5 balles, tu vois. Ouais. Et donc, je trouve que c'est là, et c'est un test, et honnêtement, je peux pas te dire, c'est sûr que ça va marcher. En tout cas, nous, on y croit parce qu'on voit que, un médecin, on doit lui faire confiance, on arrive à le voir en digital aujourd'hui. Donc, oui, il faut l'accompagnement et la confiance, elle doit se créer autrement, mais le contact physique, il est peut-être moins nécessaire à la confiance qu'il était autrefois. Il faut blinder du coup la réassurance.
Ouais. Donc on s'intéressera juste après à comment vous l'entreprenez aujourd'hui. Juste avant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse vraiment à vos cibles aujourd'hui, vos personas. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi vos buyers personas aujourd'hui, les cibles prioritaires que vous souhaitez travailler, attirer et convertir? Ouais, alors j'avais identifié 4 cibles, dont 3 qui m'intéressent. La 4e, je te dirais pourquoi elle m'intéresse moins à la fin. Ok. Alors la première cible qu'on a eue de base, c'était des prospects Ivesta. Concrètement, on est arrivé, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà une centaine de clients qui attendaient derrière la porte depuis plusieurs années que Ivesta lance sa solution digitale. Donc hyper cool. Enfin, en tant que marketeuse, c'est assez rassurant de lancer un produit en se disant on a déjà des clients qui nous attendent, qui sont en plus partie prenante de l'aventure, qui nous font des feedbacks. Donc ça, c'est hyper confortable et en même temps, faut pas les décevoir. Donc ça, c'est notre première cible, ce que j'ai appelé un peu les prescripteurs. Donc c'est des gens qui sont souvent des friends and family en fait de clients Ivesta ou des contacts d'Ivesta eux-mêmes, voilà, qui sont arrivés, qui sont assez exigeants en termes de solutions, assez experts sur le sujet financier et qui n'ont pas trop non plus envie d'y consacrer beaucoup de temps et qui ont envie d'un accompagnement qualitatif. Ça, c'est la première cible. Donc comment est-ce qu'on va notamment les animer eux, mais aussi s'appuyer sur eux qui sont a priori des gens qui ont déjà confiance en nous pour élargir notre cercle de recrutement. Donc ça, c'est des clients qui sont hyper stratégiques pour nous pour ces 2 raisons. 1, parce qu'il faut qu'on arrive à les convaincre que c'est vraiment bien, ils s'y attendent. Et 2, qu'ils aillent chercher les bonnes personnes autour d'eux. Donc là, sur cette première cible, vous partez de la communauté que vous avez créée et vous allez jouer sur la recommandation. Exactement. C'est bien ça? Comment vous le faites? Honnêtement, alors on a testé plusieurs choses et c'est pas si facile. Parce que la difficulté de notre cible, c'est aussi que c'est des gens qui ont vraiment pas beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, en fait. Honnêtement, la chance qu'on a, c'est que je pense qu'on est aussi sur un sujet, comment le dire de manière... je pense que c'est un sujet où ça peut faire bien d'en parler. Je sais pas si tu vois. Donc ça peut être un peu ce truc de, en fait, dire ah ouais, je connais le dernier Family Office digital, j'ai investi là-dedans et tout. C'est quand même un truc dont les gens parlent plus facilement que j'ai acheté un radiateur, tu vois. Et donc déjà on a un circuit de recommandation assez naturel d'une forme d'élitisme ou de volonté de parler dans son entourage proche, et comme c'est de la confiance et que les gens ont des expériences qui sont impliquantes, en fait, ils vont davantage en parler. C'est pas un rendez-vous de 5 minutes, c'est des rendez-vous d'1 heure, il y en a plusieurs, on parle de questions patrimoniales, on parle de questions de succession, c'est des trucs personnels, en fait, qui touchent les gens. Donc, derrière, ils ont plus facilement d'occasion d'échanger dessus. Et après, on a testé des événements où, en fait, on dit aux gens qu'ils peuvent venir avec un +1, on va tester des méthodes de recommandation d'invités, tu vois, typiquement, sur le podcast, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nos invités peuvent venir avec un invité. Donc, directement, ça nous permet aussi de transmettre, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des occasions de transmission et des prétextes de transmission de l'information, quoi. Donc, la recommandation, finalement, vous jouez sur la corde de je suis un client Ivesta, j'ai trouvé cette nouvelle catégorie de produits financiers dans lequel j'ai confiance, je crois, et puis qui performe. Et j'en parle autour de moi en tant que précurseur. Donc, c'est vraiment sur l'aspect nouveauté que vous allez jouer. Oui. Okay. Sur ces clients-là, oui, plutôt. Okay. C'est ce côté un peu early adopter, en fait, qui peut plaire. On a une deuxième typologie qui se rapproche un peu sur l'aspect early adopter. C'est ce que j'ai appelé les guides de la finance. Et historiquement, en fait, Ivesta, pour créer Sapiens, s'est associé avec AlphaCap, qui est une plateforme d'investissement alternative, donc qui existait déjà, mais qui était très orientée produit. Donc, en fait, c'était super parcours. Pour le coup, des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils font leur KYC, c'est le questionnaire qui est un peu compliqué quand on doit investir dans des produits financiers. Donc, ils font leur KYC, ils arrivent sur la plateforme, ils savent qu'ils veulent investir dans tel ou tel fonds. Et en 3 clics, c'est réglé. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, on avait déjà beaucoup de ces clients-là qu'on connaissait déjà bien via AlphaCap, qui sont des gens qui sont guides de la finance. La difficulté, on va dire le challenge par rapport à eux, c'est qu'ils sont hyper exigeants par rapport aux solutions auxquelles ils veulent avoir accès. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est plutôt serein par rapport à ce qu'on propose, mais eux, ils veulent vraiment chercher, ils vont poser des questions, ils vont être hyper pointus. Le gros avantage d'un point de vue marketing, c'est des gens qui s'intéressent à ces sujets. Donc en fait, c'est des gens qui vont traîner sur des lieux
ciblés. Donc en fait, en marketing digital, enfin, je vais rien t'apprendre, hein, mais c'est toujours pratique d'avoir des gens qui vont sur des forums financiers, sur des sites financiers, parce que derrière, pour le retargeting et tout, c'est vachement plus pratique que des gens qui n'ont rien à faire. Et donc ça, c'est notre deuxième typologie de clients, c'est comment est-ce qu'on va les choper de cette manière-là. Donc là, vous partez presque d'un partenariat, d'une affiliation avec AlphaCap, et puis vous allez créer des contenus éducatifs pour nurturer les gens, tout simplement, jusqu'à les rendre acheteurs de vos solutions financières. C'est ça. Okay. Mais tu vois, la grosse différence, c'est encore plus le cas avec notre troisième typologie de clients, mais en fait, c'est qu'eux, pour le coup, c'est des gens qui sont ultra experts, donc tu peux pas leur parler de la même manière que tu parles aux autres, parce qu'ils vont avoir l'impression de perdre leur temps si tu leur expliques ce que c'est que le private equity. Eux, ils posent des questions, parfois t'as l'impression que t'as pas compris la question, en fait, parce qu'ils sont meilleurs que toi. Enfin, moi, en tout cas, qui suis pas financière historiquement, ils sont hyper techniques, les gars. Donc, enfin, les gars ou les filles, mais c'est principalement des gars. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais et donc voilà. Donc ça, c'est une typologie de clients qu'on adresse de manière beaucoup plus technique. Il y a des médias spécialisés, grosso modo. La troisième typologie de clients, et celle sur laquelle on a le plus de profondeur de marché, c'est plutôt des néophytes pressés. Alors en fait, c'est des gens qui peuvent ressembler d'ailleurs aux clients Investa pour le coup, mais avec des patrimoines un peu moins élevés, qui sont en fait des gens, et là, c'est la grosse différence avec Investa d'ailleurs, c'est que c'est des gens qui concrètement ont encore besoin de travailler de manière impérative pour vivre, quand bien même ils ont déjà beaucoup d'argent. Alors certains te diront qu'à 5 millions d'euros de patrimoine, tu peux arrêter de travailler. Alors ça dépend de comment tu vis, concrètement. Et ça dépend de quelle confiance tu as en l'avenir, en l'économie, en tout ça. Mais bon, la plupart grosso modo, Investa a arrêté qu'à 20 millions, tu pouvais, sans grignoter ton capital, vivre correctement. Là où en dessous, tu peux te mettre à risque en fonction de ton train de vie. Et donc, ces clients-là, c'est des gens qui ont encore très peu de temps, qui sont passionnés par leur boulot, qui s'intéressent pas du tout à leur sujet, au sujet financier, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est monter des boîtes, c'est lancer des projets. Mais ils ont un problème, un vrai problème, c'est qu'ils ont 5 millions d'euros sur leur compte courant, en fait. Et en fait, avec tout ce que ça implique de non-assurance, pourrissement de ton capital, et en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va réussir à aller chercher ces gens-là. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, pour leur faire comprendre, l'importance de faire vivre leur argent, qu'est-ce que ça va changer pour eux, et puis aussi leur donner les outils pour le faire de manière pratique, réussir à leur donner la curiosité du sujet, en fait, leur faire comprendre l'intérêt que ça a pour eux, sans pour autant les polluer par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, et être capable de parler ce langage-là, c'est pas simple, et tu vas bosser du coup au quotidien avec des financiers qui sont pour le coup passionnés par ça, il y a un vrai gap parfois entre leur approche, où en fait, eux, ils vont être capables de s'extasier sur des sujets, et là où en fait, parfois, nos clients, franchement, et c'est le cas, je pense, de tous les sujets d'ailleurs, mais eux, franchement, moins ils en parlent, mieux ils se portent. Et donc, il faut réussir à trouver les leviers pour s'adresser à eux de la bonne manière. Et donc ça, c'est notre troisième typologie de client qui est peut-être un peu plus complexe, mais dans lequel aussi, on a plus de potentiel de croissance. Donc en fait, les deux premières typologies, c'est plus des canaux d'acquisition, affiliation et parc client déjà existant, on va dire, dans le groupe. On peut l'évoquer comme ça. Le troisième, c'est vraiment une cible à part entière. Comment vous allez la toucher, cette cible des personnes justement qui ont pas le temps, qui ont pas forcément conscience de comment ils peuvent faire fructifier leur patrimoine financier, et qui pour autant, vous avez des solutions. Comment on va créer le besoin, on va s'immiscer dans leur quotidien? Alors, l'immense difficulté qu'on a là-dessus, après je dirais les solutions qu'on a en tête, mais c'est que les besoins de ces personnes sont assez proches de besoins de personnes qui, pour le coup, sont pas éligibles à notre offre. Donc déjà, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive et on rentre très vite dans des logiques de rentabilité, en fait, mais comment est-ce qu'on arrive à les adresser, eux, sans passer les 3/4 de notre temps à traiter des leads qui sont inéligibles parce qu'ils ont pas assez de patrimoine, et nous en fait on peut pas placer des gens, et c'est normal, en fait c'est des investisseurs professionnels qu'on va pouvoir prendre, parce que c'est parfois des montants qui sont conséquents, qui sont pas liquides, il y a des risques qui sont associés, et tout investissement comporte des risques, et nous on doit être hyper vigilants par rapport à ça. Donc la difficulté, c'est déjà comment est-ce qu'on arrive à les extraire du reste des personnes qui sont pas adressables. Comment est-ce qu'on fait? On a plusieurs approches. Déjà, on a une approche qui peut être assez sectorielle, parce que il se trouve que en France, il n'y a pas non plus des tonnes de métiers qui permettent de constituer un patrimoine conséquent. Et en fait, si tu mets des critères d'âge, des critères de ville, des critères de typologie de métier, tu arrives déjà quand même à aller chercher une grosse partie de ta cible.
Donc ça va passer par du LinkedIn, par exemple, parce que c'est la plateforme sur laquelle tu es la plus qualifiée sur ces sujets-là. Ça peut aussi être, pareil, des sites spécialisés. Tu vois, si on se dit, tiens, les entrepreneurs, on va aller voir des sites spécialisés qui vont plutôt s'adresser à des entrepreneurs. Si on se dit, je sais pas, des médecins ou des avocats, il y a des lieux où tu les trouves. Donc c'est quasiment une approche B2B en fait de ce point de vue-là qu'on va cultiver. Et c'est ça qui est un peu transversal par rapport à notre approche. Et après, on a aussi tout un travail aussi d'acquisition. Ça peut être par exemple par des professions complémentaires. On travaille avec des notaires, avec des avocats fiscalistes, avec des experts comptables. Et en fait, nous, on a besoin d'eux parce que on a souvent des clients qui ont des problématiques et on a besoin d'avoir ce réseau-là pour pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes, non seulement en termes de compétences techniques, mais aussi en termes d'affinité. On va voir. Moi, j'ai plusieurs notaires. Je sais qu'il y en a qui sont ultra réactifs, qui vont à 1000 à l'heure. Par contre, ils sont un peu chers. J'en ai qui sont hyper rassurants. J'en ai qui sont dans d'autres villes. Enfin, et je sais que si la personne veut être en présentiel, il faut qu'il puisse se diriger vers quelqu'un qui est proche. Tu vois, à Saint-Malo, on en connaît un. Enfin, tu vois. Donc il y a plein de critères qu'on prend en compte. Donc là, nous, tout ce réseau de partenaires B2B, c'est aussi quelque chose qu'on développe pour réussir à toucher ces personnes-là. Et justement, dans des moments où ils s'y intéressent pas, mais où il y a des liens avec notre métier à nous. Donc là, tu nous cites plein de types de stratégies hyper complémentaires qui peuvent permettre d'arriver sur un marché. Et justement, donc Sapiens à 2 mois est certes une marque qui est lancée par une structure plus ancienne. Donc vous ne partez pas de zéro non plus, mais il y a déjà plein d'acteurs sur le marché. Vous venez de créer une nouvelle catégorie de produits sur ce marché-là, et ça c'est assez intéressant en termes de stratégie aussi. Mais comment on fait pour faire sa place, pour travailler sa notoriété? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que là aussi vous entreprenez déjà depuis le début? Ouais, alors juste pour préciser, on crée pas une nouvelle catégorie de produits, on crée peut-être un nouveau mode d'accès. En fait, c'est plutôt du service qu'on crée, dans le sens où on crée un nouveau mode d'accès à des solutions préexistantes. On n'a pas inventé les fonds qu'on commercialise. En revanche, le fait de pouvoir y accéder est nouveau de cette manière-là. Voilà, donc c'est juste pour préciser. Donc pour reprendre ta question, comment est-ce qu'on fait pour s'installer dans un marché? Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Le but, c'est de faire notre métier le mieux possible, que les gens qui y viennent soient contents, et puis d'essayer de faire un maximum de bruit pour que ceux qui ne connaissent pas aient envie de nous découvrir. Enfin, et en ça, on travaille beaucoup avec le commerce, en fait. Pour moi, il y a des vraies différences entre des organisations dont le marketing et dans lequel le marketing est très autonome. C'était par exemple le cas chez L'Oréal. C'était très tout puissant le marketing, et des organisations. Moi, je l'ai vu plutôt chez Santander et là aussi chez Sapiens, en fait, où c'est le commerce en fait qui est au cœur du sujet. Et donc moi, en tant que marketing, je suis une fonction support. Je suis là pour permettre au commerce de faire le plus de chiffre d'affaires possible, et c'est mon seul objectif. Et donc comment est-ce qu'on fait? Moi, mon but, c'est d'aller chercher, de faire du bruit aux bonnes personnes pour que le commerce fasse le mieux son métier possible. Et eux, ils font le job pour que derrière, on offre une qualité de service et des produits et des solutions qui sont qualitatives. Et ça, on sait que c'est le cas et qu'on a les moyens de le faire, qui sont tellement qualitatifs que derrière, les gens restent. Mais voilà, moi, mon but concrètement aujourd'hui, c'est de faire du bruit. Enfin, après, et au début, tu fais du bruit, puis après, tu rationalises la manière dont tu fais du bruit. Et nous, on est encore à l'étape où on fait du bruit. Tu vois. Phase de lancement de marque. Voilà, exactement. Et t'es un peu obligé. Enfin, en fait, faut pas être trop monotage quand tu lances ton projet, quoi. Au début, tu fais du bruit, puis après, tu vois où est-ce que ça sonne le mieux et t'affines. Donc, nous, on n'a pas encore fait. On commence à avoir des ébauches de tiens, c'est marrant, telle action on l'a fait, on pensait que ça allait cartonner, en fait, il s'est rien passé. Là, pour le coup, on pensait pas trop, mais en fait, ça marche du tonnerre. On va tirer cette ficelle-là. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je peux pas dire aujourd'hui ce qui fera que demain, on aura tous nos clients. Ce qu'on sait, c'est que par exemple sur AlphaCap, le gros de notre acquisition, il était fait en SEO, parce que en fait, quand tu te positionnes sur des requêtes hyper spécifiques, et ça va répondre aussi à ta question, mais tu te positionnes sur des requêtes hyper spécifiques, tu peux toucher une certaine typologie de clients, et notamment nos fameux guides de la finance, parce qu'il y a qu'eux qui connaissent ces mots, en fait. Donc les mots-clés coûtent pas trop cher, et tu peux réussir à gagner leur confiance via des contenus qui sont très qualifiés, très techniques. Donc ça, c'est une première manière. Après, comment est-ce qu'en SEO surmonte sur investir en private equity, bonne chance. mais on peut le faire. Mais ça demande vachement plus de temps et t'as vachement plus de déperdition. Et donc voilà, faut réussir à un moment à affiner ton tunnel. Alors je trouve ça très puissant d'avoir cette vision dès le départ, alignement, marketing, vente, ça forme qu'un service finalement, c'est celui de la croissance. C'est quoi les rituels que vous avez d'ores et déjà
depuis le début et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus agile dans un contexte de développement des revenus? Alors, la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, on n'est pas une énorme équipe. Donc déjà, ça facilite quand même la communication. Et néanmoins, tu vois qu'assez vite, en fait, quand tu rentres dans le jus, t'arrêtes de te parler. C'est comme dans la vraie vie. Mais assez vite, ce qu'on a mis en place, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est même mon alternante Minel qui l'a observé avant même que moi je le mette en place. C'est elle qui m'a dit on n'arrive plus à se parler avec le commerce, et elle avait raison. Et moi j'étais encore presque trop dans le jus, et du coup on a très vite mis en place un point hebdo, tout simplement, où en fait on arrive en disant voilà ce qui se passe aujourd'hui de notre côté, voilà ce qui se passe aujourd'hui de votre côté, et on prévient parce que sinon t'as des trucs un peu lunaires qui arrivent, hein, mais en fait t'envoies un mailing, le commerce n'est pas au courant, le commerce a des clients qui les appellent, j'ai reçu votre mail, de quel mail il s'agit, enfin donc ça, on le fluidifie de cette manière-là. On est en communication constante, on a des canaux aussi de discussion, mais c'est des trucs tout bêtes, hein. Nous, on fonctionne vachement sur WhatsApp, c'est hyper pratique parce que moi, en fait, quand j'ai un post LinkedIn, hop, je le mets sur WhatsApp. Déjà, je leur demande de liker, tout ça. Et en plus de ça, ils sont en courant en temps réel. Donc nous, ça nous aide beaucoup. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est scalable, même si on t'a dit on pourrait le faire. On a aussi, depuis le début, des comités de direction avec, pour le coup, un peu plus élargi avec Ivesta, tous les jeudis, qui nous permettent d'avoir ce suivi stratégique et commercial. Parce que ce que je disais au début, c'est qu'il y a aussi au début le gros du commerce qui était côté Ivesta. Il se trouve aussi que le CEO Souleymane, avec qui je travaille beaucoup, est aussi sur la partie commerce. Donc en fait, ça facilite beaucoup la communication, parce que moi, on parle marketing et commerce en permanence. Donc c'est plutôt ça. Et après, il y a un autre sujet, et bon, que peut-être, enfin si, c'est déjà un peu le cas. Et moi, c'est un truc auquel j'ai été assez convertie chez Santander. C'est en tant que marketing d'avoir cette exigence, cette proximité avec tes clients et avec ton terrain. Moi, chez Santander, nous, on faisait du financement auto, moto et camping-car. Donc, mon job en tant que marketing, c'était d'aider les commerciaux à aller voir des concessionnaires de ces métiers-là, auto, moto, camping-car, pour leur expliquer le financement auto et potentiellement nouer des partenariats. Et le fait d'aller vraiment au contact avec ces points de vente-là, c'était hyper précieux, parce qu'à chaque fois tu ressors avec 1000 idées. Donc, alors t'as les cahiers de doléances de tout le monde, il faut ça, il faut ci, tu fais ton tri derrière. Mais cette proximité en fait avec ton client, elle est indispensable, y compris quand t'es en marketing. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, tu vois, assez directement répliqué chez Sapiens. Moi, ça m'arrive très régulièrement de participer à des rendez-vous clients commerciaux en shadow, quoi, comme on dit. Je mets pas forcément ma caméra, je prends pas forcément la parole parce que c'est pas je me sens pas forcément légitime à le faire. En revanche, j'écoute et je prends des notes, et ça, c'est ultra précieux. Et la chance qu'on a, c'est que nous, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Enfin, on n'est pas dans une logique ultra massive, donc on n'a pas besoin enfin, on peut assez facilement voir le gros de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument ne jamais perdre de vue, y compris quand t'as des centaines de clients, en fait. C'est continuer à les interroger, et pas que en faisant des sondages, quoi. Parce que je pense que ton sondage, t'as un énorme biais qui sont les gens qui vont y répondre. Concrètement, ça va être toujours les mêmes. Et moi, je l'ai vu, tu vois, sur Lucette, on avait une communauté de 500 000 femmes. En fait, t'en avais 100 qui étaient actifs tout le temps, qui étaient là toujours dans tous les tests. Le reste, en fait, tu les entends pas. Donc, quand tu fais un sondage, t'es biaisé, en fait. T'as des gens qui ont du temps, des gens qui ont des situations professionnelles qui leur laissent énormément de temps disponible, qui sont passionnés par ces sujets, mais c'est pas représentatif. Et donc, ça, c'est un truc que je trouve hyper important et qu'il faut absolument que je continue à faire, y compris même si j'ai de moins en moins de temps pour le faire. Et en parlant de temps, donc là, vous êtes en phase de lancement, finalement. Faire du bruit, comme tu le disais. Opérationnellement, ça se traduit comment dans ton quotidien de responsable marketing aujourd'hui, dans cette phase de marque naissante que l'on doit faire connaître? C'est quoi les canaux que tu exploites le plus actuellement? Alors, quand j'ai fait ma stratégie, avant même d'arriver sur le poste, j'avais déjà l'idée assez claire de ce que j'avais en tête. Et j'avais fait tout simplement une liste, comme à l'école, de tous les sujets qui me semblaient être des canaux intéressants à explorer. Donc, assez rapidement, en fait. Évidemment, ça a évolué avec les discussions que j'ai eues, mais moi, mon but, ça a été de mettre en place tous ces canaux-là, ou ceux qui semblaient pertinents, de la manière la plus rationnelle d'un point de vue des dépenses possible, mais suffisamment poussé pour quand même être capable d'identifier si oui ou non ça peut marcher. Parce qu'en fait, si tu fais vraiment les choses trop à moitié, t'as juste rien qui marche à la fin. Donc, c'est vraiment la difficulté, c'est aussi de savoir calibrer, en fait, jusqu'à
à partir de quel montant investi, j'ai donné suffisamment de chance au produit pour être capable de juger de sa qualité ou pas, tu vois. Donc, tout l'équilibre est là. Donc, il y a pas de secret, en fait, hein. En marketing, soit tu passes du temps, soit tu mets de l'argent, concrètement. Donc, on essaye d'arbitrer comme ça. Et typiquement, moi, je me suis rendu compte, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. Par exemple, on a fait un passage à la télé sur BFM. On pensait que ça allait faire exploser les serveurs. Il n'y a pas eu tant de mouvement que ça. Bon, c'est pas grave, on était super contents de le faire. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé qu'on y retourne régulièrement. On va sur BFM Business parler d'investissement et c'est top. Et c'est un super moyen de parler de Sapiens, puis c'est intéressant. C'est la fameuse réassurance dont ouais, mais voilà, au début. Ça apporte plein de choses indirectement. Mais moi, je m'attendais vraiment, enfin, je l'avais vu sur l'U7, on était passé sur TF1, mais le site avait pété, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait une parution télé, quoi, ça pétait. Et là, j'étais, donc, tu vois, t'as parfois des surprises, des choses se passent pas comme t'as prévu, puis d'autres trucs très positifs. Par exemple, on a posté sur LinkedIn l'annonce du lancement et même quelques posts après, où ça a cartonné, en fait, et où ça a fait des pics de trafic énormes. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, il se passe un truc sur LinkedIn. Et moi, je m'étais un peu dit, bon, attends, tout le monde poste sur LinkedIn maintenant. En fait, non, il se passe quand même un truc. T'arrives à générer du trafic. Donc derrière, quand tu dois faire des arbitrages de budget, et ce qui est cool, c'est que la plupart des canaux, en fait, ont une dimension gratuite, enfin organique, et une dimension payante. Donc, je trouve que la bonne stratégie, c'est parfois d'y mettre un peu de temps en disant, tant pis, j'y passe un peu de temps, je dépense pas trop d'argent. Par contre, si j'identifie que ce canal, c'est un canal qui derrière me rapporte, là, je vais pouvoir investir, mettre de l'argent parce que je suis un peu plus sûre de mon retour sur investissement. Typiquement, BFM, et s'ils m'entendent, je sais pas s'ils sont très contents, mais je me dis, ok, si je veux un retour sur investissement tout de suite, parce que là, j'ai besoin d'avoir du trafic tout de suite, je vais peut-être pas aller payer mon passage sur BFM. Ça veut pas dire que c'est inutile, ça veut juste dire que là, si mon objectif c'est d'avoir du monde tout de suite, ça va pas forcément bien marcher. Par contre, peut-être que je vais aller payer sur LinkedIn pour être plus visible parce que j'ai concrètement des gens qui m'ont appelé après avoir vu ça, tu vois. Donc moi, j'aime bien tester un peu en gratuit. Et c'est la technique du radin, quoi. Et après, du bigoudin. Si je sens que ça mord, et je sors le filet de pêche, quoi. Donc, tu as fait ta strat en amont du poste. Donc, intéressant déjà que tu l'aies fait avant de prendre le poste. Ouais. J'aime bien je voulais vraiment le poste, donc je suis arrivée en entretien avec ma stratégie. Ouais, bonne strat. Et puis là, tu es en mode test and learn et vous testez, vous budgétez des budgets d'accroche finalement. Et puis, en fonction du potentiel que ça démontre sur la phase de test, vous industrialisez en un temps deux, quoi. Ouais. Et après, tu as des trucs. Là, je te donne plutôt des trucs un peu one shot. Mais après, tu as un peu un must-have. Et je vais pas te refaire le cours de marketing, mais en fait, t'as des trucs genre construire ton site, faire ta stratégie SEO. Nous, on poste des dizaines, on a quoi déjà, une 50aine d'articles sur le site, on produit comme des malades. En combien de temps ? Alors, en fait, on a commencé depuis mon arrivée à faire des articles. Et puis la chance qu'on a, c'est que comme on avait le site d'AlphaCap avec des articles, il y a certains articles qu'on récupère et qu'on migre parce qu'on sait qu'à terme, on aura moins besoin d'acquérir via AlphaCap. Donc, mais là, franchement, on a une production de dingue et c'est pas simple parce qu'en fait, tu dois trouver des rédacteurs qui sont qualifiés. T'as un gros boulot de relecture, mais c'est indispensable et ça, c'est un truc de long terme. Mais comme typiquement, c'est un canal en fait qu'on a testé par AlphaCap, on sait que ça marche, donc ça vaut le coup d'y investir du temps et de l'argent, tu vois, pour le coup. Donc, vous avez quand même un patrimoine de données et d'idées sur des précédents tests sur les autres structures, donc Ivesta et AlphaCap. Donc, vous bénéficiez de ça aussi. Ouais, mais tu sais, je pense que même quand tu crées une entreprise de rien, t'as toujours un patrimoine. Faut juste aller le chercher. Mais aujourd'hui, je conseillerais à personne de lancer une entreprise sans aucun avantage, sans aucun patrimoine. Enfin, non pas financier, mais juste culturel. Enfin, en fait, si t'as pas 10 potes qui sont prêts à investir ou à acheter ton truc, ou si t'as pas un contact super puissant, en fait, à un moment, il faut pour avoir tu vas pas y aller qu'au talent, en fait. Il faut aussi avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Hein. C'est l'économie de base, tu vois. Donc, si t'as un projet, il faut que tu dises quel est mon avantage concurrentiel. Il y aura du boulot, tu vas bosser, mais en fait, tous les gens qui bossent sont capables de le faire. Et puis après, à un moment, toi, tu lances ton agence. C'était quoi ton avantage concurrentiel? Tu vois, à quel moment tu te dis, moi, j'ai une opportunité de faire quelque chose que les autres n'arriveront pas à faire, tu vois. Mais ça peut être, je sais pas, j'ai un associé en qui j'ai hyper confiance, et donc en fait, à deux, on sera hyper fort, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Ça peut être, tu vois, c'est plein de choses. C'était un peu ça. On est donc je suis associé avec mon frère. Enfin, en tout cas, on a été à l'origine tous les deux du projet. On est 3 associés maintenant, et on avait une expertise très forte sur HubSpot qu'on a continué de développer. Et on est plutôt reconnu pour ça. Donc effectivement, on a eu ce market fit dans ce sens-là, et c'est ce qui nous a permis de construire. Et à un moment où HubSpot explosait, et tu avais aussi un vrai effet d'aubaine,
positionner là-dessus, tu vois. Exactement. Tu l'aurais pas fait sur, je sais pas, je vais pas citer, on va pas écraser les gens, tu vois, mais tu vois, il y a des choses, en fait, des canaux d'acquisition qui aujourd'hui n'existent pas. Enfin, tu vois, demain, tu vois, si t'avais une méga connaissance de, je sais pas, de la pub presse, j'adore la presse et tout, mais tu dis pas effet d'aubaine, ça va exploser dans les prochaines années, tu vois. Exactement. Je sais aussi que tu es super investi et tu prends la parole sur l'égalité femmes-hommes dans l'investissement immobilier. Ouais. Pas immobilier, tout. Dans l'investissement. Ok, investissement global, ouais. Ok. Tu fais bien de me corriger là-dessus. De ce que tu m'avais dit en off, c'est que c'était assez marrant parce que c'était via justement du test and learn là aussi, à la recherche de backlink que tu es tombé sur une opportunité de travailler avec un magazine et aujourd'hui tu es chroniqueuse sur ce magazine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette aventure-là, comment ça s'est fait, ce que ça t'a amené et pourquoi ça te stimule aussi? Que de questions. Alors, effectivement, je le disais un peu tout à l'heure, mais quand j'avais fait du SEO à l'ancienne, là, c'était il y a pas si longtemps que ça, on avait des partenariats éditoriaux avec des médias. Et à l'époque, c'était plutôt facile d'en avoir. Là, je prends le poste, je me dis, OK, on va faire du SEO, on va faire des backlinking, on n'a pas d'argent. Comment on va faire? Et là, je me dis, mince, tout le monde a compris que le nofollow, c'était quand même mieux. Et donc, c'est impossible d'aller voir des médias économiques, par exemple, en disant, ou qui parlent des sujets financiers, faites des liens vers mon site, c'est hyper compliqué. Donc, ce que je me suis dit, je sais pas, un peu par réflexe, je me suis dit, tiens, je pourrais réactiver les contacts que j'avais chez Lucette, en fait. C'était juste ça, mon truc, en me disant, eux, je les connaissais, ils savent que j'ai bien bossé avec eux pendant plusieurs années, que je produisais des contenus de qualité. Je vais essayer. Évidemment, entre-temps, j'en avais bougé. Mais j'ai commencé à ce moment-là, en fait, à regarder un peu par hasard, quoi, ce que faisaient les médias féminins sur les sujets financiers. Moi, je suis pas tellement consommatrice de médias féminins de base, mais donc j'ai tapé finance et en fait, ça m'a profondément heurtée. Je te citerai pas le média, mais je me souviens juste d'avoir tapé finance comme ça en me disant tiens, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et là, j'ai eu retour horoscope 2022, vos finances, vos amours. Et là, j'étais genre, et en fait, t'avais ça tous les ans, quoi. Et il y avait que ça. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il y a un problème. Et je savais qu'il y avait un problème. Enfin, moi, j'ai un parcours personnel aussi qui fait que c'est des sujets qui m'intéressent. Tu vois, j'ai divorcé hyper jeune. Ça a complètement changé mon rapport à l'argent et c'est pas l'objet de nos discussions là. Mais tu vois, j'ai quand même pris conscience de l'importance en tant que femme, de me bouger, pour y arriver, pour faire vivre mes enfants. Enfin, voilà. Et donc, ce truc-là, je l'avais peut-être plus maintenant que je l'avais, plus jeune, voilà. Et donc, je savais déjà un peu ce truc-là, mais plus d'un point de vue perso, avec des discussions avec des copines, où j'ai dit, mais attends, mais tu sais que tu peux y arriver, tu sais que tu peux aider négocier ton salaire. Enfin, j'étais plutôt cette fille-là, quoi. Et donc là, je tape ça sur les médias féminins et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Voilà, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, en tant que femme, les seuls sujets financiers qui sont considérés comme étant légitimes, c'est ton horoscope, en fait. Et après, on parle des rouges à lèvres, de sac à main. Enfin, comment veux-tu, très réducteur. comment veux-tu comprendre que c'est important pour toi, en fait? Et au même titre que, en fait, souvent, t'as la réponse de genre, ouais, mais ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas une question de ça t'intéresse ou pas. Dans ce cas-là, c'est quoi? Genre, on reste comme à l'ancienne, genre, les mecs, ils font le ménage et ils disent ça les intéresse pas. Enfin, ils font pas le ménage parce que ça les intéresse pas. En fait, c'est juste être adulte, en fait, de s'intéresser à ça, tu vois. Et donc, moi, j'ai un peu ce truc-là, en fait. Genre, en fait, en tant qu'adulte, ça fait partie du package. Et faut pas besoin d'être passionné par ça, mais il y a un minimum, quoi. Voilà. Et donc, moi, je suis un peu arrivée avec ce truc de, en fait, là, il va falloir faire quelque chose. Je suis un peu sortie de la dimension SEO et donc j'ai contacté plusieurs médias féminins en push en disant, écoutez, franchement, j'étais sur votre site parce que évidemment, j'ai fait l'exercice sur les autres, c'était pas forcément mieux. C'était genre, comment on faut s'habiller pour son premier jour de boulot? Non. Et donc, j'ai été les voir en disant, voilà, j'ai regardé sur votre site, je trouve que vous avez pas beaucoup de contenu sur les sujets financiers. Or, on sait que c'est un vrai sujet pour l'égalité homme-femme, pour de donner aux femmes, en fait, le sentiment d'être légitime sur ces sujets-là. Et pour qu'elles se sentent légitimes, je pense que, tu vois, le fait que des médias dédiés aux femmes parlent de ces sujets comme ils parleraient d'autres sujets, et ça contribue à créer inconsciemment un sentiment de légitimité en me disant, ça s'adresse à moi, tu vois, je suis à un endroit où c'est pour moi et ça s'adresse à moi. Donc, je vais m'y intéresser, ça me concerne. Et donc, j'ai eu effectivement à ce moment-là elle qui m'a répondu avec vachement d'enthousiasme et en fait on a fait un call, ça a ultra fité, j'étais tellement contente de faire ça, je me suis dit mais en fait c'est trop bien quoi. Et honnêtement je dis en toute transparence, je pense que d'un point de vue SEO en fait tu connais les trucs en fait, tu vois, déjà de 1 pour avoir des liens qui sont hyper qualitatifs, vaut mieux que ce soit un domaine qui soit quand même très proche de ton champ sémantique. Et là, en l'occurrence, comme je te disais, c'est pas des sujets qui sont ultra traités. Et en plus de ça, une fois que avoir 2-3 liens d'un site de référence, c'est cool. En avoir 12, moins. Mais, en fait, moi, je m'en fiche parce que je continue à le faire pour plein de raisons, y compris parce que moi, ça m'intéresse et je trouve ça important, tu vois. Donc,
Et en fait, ce qui est dingue, c'est que depuis, en fait, j'ai eu moi, je pensais un peu, tu vois, que le truc serait un peu inaperçu. Enfin, je m'imagine. Et en fait, j'ai des super bons retours. J'ai d'autres médias féminins qui m'ont contacté pour prendre la parole sur ces sujets aussi. J'ai des gens qui me disent, j'ai repris mon abonnement sur elle.fr parce que j'adore tes chroniques et je veux pouvoir les lire. Et franchement, tu dis, c'est trop cool, en fait. Enfin, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a un vrai manque de compétences, en fait. Enfin, mais en fait, c'est même pas des compétences qui manquent, parce que des femmes en finance, il y en a plein et des bien meilleures que moi, tu vois. En revanche, c'est souvent un peu l'un ou l'autre, quoi. C'est que pour te faire ta place en finance, tu dois cravacher comme une dingue, et puis tu vas pas commencer à en parler et tout, quoi. C'est pas forcément des communicantes ou des marketeuses, tu vois, sur ces sujets. Donc, des gens qui ont un peu cette volonté de vulgariser, il y en a pas tant que ça. Et donc, c'est en ça que c'est comme ça, en fait, que ça s'est mis en place. Et je sais pas encore exactement où est-ce que ça va nous mener, mais j'ai des surprises tous les jours, tu vois. J'ai été contactée, ça été hyper drôle, tu vois. Moi qui suis plutôt à bosser avec des agences RP, j'ai des agences RP qui me contactent pour placer leurs clients. Donc, il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, mais j'ai fait des rencontres trop bien de gens qui, derrière, pourraient quasiment être nos clients sur Sapiens, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est cool aussi dans le fait de tester un peu au début, hein. Tu laisses la porte ouverte à plein de choses et parfois, en fait, ça va pas là où tu vas, mais ça va des bons endroits. Et je pense qu'il faut savoir le faire aussi. Et ça implique de se garder un peu de temps disponible, des espaces mentaux disponibles pour tester des choses, quoi, pour créer des liens entre les choses, entre les gens. Bah, bravo pour ça en tout cas, parce qu'en fait ça donne un sens supplémentaire à tes missions de responsable marketing. Tu crées une communauté autour de ça. Donc non seulement c'est des excellentes stratégies marketing, mais en plus de ça il y a une vraie mission authentique et personnifiée derrière. Donc un bel exemple je trouve. Donc c'est pour ça content d'avoir entendu là-dessus. Après honnêtement, aujourd'hui les lectrices sur elle, c'est pas les clients de Sapiens, hein. Et peut-être qu'un jour on me dira bon, Aurore, t'es bien gentille, mais en fait là tu passes une demi-journée par semaine à écrire un article, tu nous le fais relire, bon, quand est-ce que mais en même temps, moi pour l'instant j'ai la chance d'avoir un poste qui me permet en fait de prendre mes propres décisions, et donc en fait moi je continue à y croire parce que je suis prête en fait, et je suis très prête à le faire le soir et le week-end en fait, ce truc-là. Et d'ailleurs je le fais souvent parce qu'en fait c'est un truc que je fais aussi pour moi, tu vois. Et donc tant mieux si ça rapporte du business. Ce que ça nous rapporte en SEO, c'est suffisant pour que ça vaille le coup, en tout cas que ce soit légitimable auprès de mes associés, tu vois. Et derrière, si un jour on ramène des clients, c'est encore mieux. Et il y a le dark social aussi. On ne sait jamais demain. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont entrepreneuses, bien sûr qu'il y a des femmes qui ont des fonds qui peuvent être vos clients. Donc on ne sait jamais. Tes contenus peuvent se partager, peuvent faire parler, et ça peut vous amener des opportunités. Donc voilà, c'est encore une question de régularité, et bravo pour ça. Pour compléter, je sais que vous faites des événements physiques B2B. Enfin, B2B du coup non, des événements physiques premium, ce qui est hyper cohérent par rapport à la cible que vous cherchez à toucher. Est-ce que là aussi tu peux nous expliquer ce que vous essayez de faire pour exploiter ce canal-là, comment vous l'organisez, comment vous le faites correspondre à ces cibles-là? Ça m'intéresse de le savoir. Bah, honnêtement, c'est un exercice qui est pas simple. Et alors, et je sais même pas, tu vois, typiquement, quand je dis les trucs qu'on teste, je sais même pas encore si c'est ça qu'on gardera avec le temps. Parce que, tu sais, on est digital, donc... En fait, moi, mon créneau, c'est plutôt d'avoir des gens qui n'ont pas trop le temps, déjà, de venir chez leur conseiller en gestion de patrimoine. Donc, tu vois, de là à aller passer la demi-journée ou la journée sur un événement premium, faut qu'ils aient envie. Néanmoins, ce que j'ai identifié, c'est que si tu offres une expérience qui est quand même particulièrement spécifique, et on l'a fait, et c'est, je pense, pour ça que t'en parles, hein, avec Louberton à Saint-Malo, là, en fait, t'as des gens qui sont passionnés de voile, ils sont ravis d'aller passer la journée à Saint-Malo et avoir une conférence. On était 10, Louberton qui nous explique ses courses à la voile, c'était juste dingue, tu vois. Donc, on a cette partie-là qui est de dire, en fait, on va aller chercher des événements qui sont vraiment des événements d'exception. Et les mettre à disposition de nos clients. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on le fait? Bah, en fait, c'est plutôt des questions d'opportunité, hein, parce que ces genres de choses, en fait, tu peux les inventer, mais en fait, si t'as pas non plus envie d'y laisser un bras, faut aussi profiter des opportunités que tu as. Moi, ce à quoi je crois beaucoup, d'un point de vue communautaire aussi, c'est d'être capable, en fait, de créer des événements et d'impliquer nos clients dans la construction de l'entreprise. Et c'est notamment il y a deux choses qui nous permettent de le faire. Un, parce qu'on est une jeune entreprise, donc forcément, en fait, on a
on est crédible. Tu vois, demain, t'as Orange qui te dit on est en train de refondre notre entreprise, venez nous en parler. Je pense qu'on les croit moins. Moi perso, là je me dis bon, on est plus crédible en fait. Et en plus, on a des clients qui sont des entrepreneurs, donc en fait, honnêtement, ils ont des avis hyper éclairés. Enfin, on a des clients parfois qui en push nous disent j'ai regardé votre site, en fait, il y a ça qui va pas. En fait, ils sont super pertinents parce qu'eux-mêmes ils sont directeurs d'agence, directeurs d'entreprise. Enfin, donc c'est super intéressant. Et moi, j'avais vachement envie qu'on arrive à les impliquer d'une manière ou d'une autre aussi dans notre activité. Donc, tu vois, ça peut passer par des événements, par exemple, qui seraient presque des assemblées générales, mais dans lesquelles c'est beaucoup plus participatif. Tu vois, parce que c'est pas nous qui arrivons en présentant le programme de l'année, mais peut-être plus aussi des moments avec des systèmes comme toutes les AG d'ailleurs, hein, mais où tu vas peut-être proposer des solutions. C'est pas dit qu'on les prenne. Donc derrière, on fait un travail de due diligence qui est énorme pour analyser la pertinence des solutions. Mais tu vois, avoir ce retour-là. Donc j'aimerais bien créer des événements comme ça. Et l'autre chose que j'adorerais mettre en place, mais on verra si on peut le faire, c'est quelque chose qui soit à la croisée des chemins entre du divertissement, du loisir et de la pédagogie financière. Parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, je pense que mes clients, ils s'en foutent de la finance. Et moi, je pense que ce serait quand même important pour eux qu'ils s'y intéressent un peu. Et donc, je me dis peut-être que ça serait cool qu'on arrive à mettre en place des événements un peu atypiques, mais qui correspondent à des activités qu'ils aiment faire. Et moi, peut-être que c'est une question de génération, hein, mais je crois moins au truc d'aller faire de la chasse ou le tour du monde en avion. Mais par contre, je me dis, bah, ça se trouve, je sais pas, si on arrive à faire des sorties escalade et cours de finance, ça serait assez cool, ou randonnée, ou un peu voile, tu vois, c'est peut-être des trucs qui sont plus dans l'air du temps, qui correspondent plus à des attentes de nos générations. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Et donc, c'est essayer de se réinventer comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Donc plutôt des événements premium qui adoptent une posture style de vie, sport, et sport avec des valeurs proches des valeurs que Sapiens peut incarner aussi derrière avec ses solutions. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, et je pense que c'est peut-être une question de valeur, tu vois, mais en fait, il y a mille choses qu'on pourrait faire, tu vois, mais en fait, je pense qu'il faut aussi se baser sur toi. Enfin, en fait, t'es obligé d'incarner ta marque, tu vois, surtout, enfin, on voit aujourd'hui. Et si je commence à les embarquer dans des trucs où je suis ultra nulle, où j'y connais rien, où ça m'intéresse pas, on va tous passer un très mauvais moment, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter aussi à s'appuyer sur les choses qu'on aime faire soi, en se disant, je vais forcément réussir à embarquer des gens autour de moi. Et donc, oui, parce que les gens avec qui on bosse, ils sont plus dans cette optique-là, dans ce mode de vie-là, c'est plus facile en fait d'aller proposer ce genre d'activité, je trouve. En tout cas, si demain vous organisez un tournoi de padel pour vos prospects et clients, invitez-moi, je viendrai avec grand plaisir. Cool, ouais, bonne idée. Pas mal, j'ai pas pensé, bonne idée. On va s'attaquer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser des questions que j'adore poser à chaque fois systématiquement. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais aujourd'hui pour équilibrer ta vie perso avec ta vie pro? Excellente question. Alors honnêtement, je pense que déjà, j'ai pris ce poste dans une optique de me dire, là, j'ai envie de bosser, tu vois. Ce qui n'était pas forcément le cas. Enfin, j'ai 2 enfants, ils ont 5 et 6 ans. Je les ai en garde alternée, ce que je disais un peu tout à l'heure. Et honnêtement, avant de les avoir en garde alternée, je pense que je me faisais... c'était compliqué, en fait, de concilier le pro et le perso. Là, je me suis un peu plus dit, en fait, je crois que j'ai envie d'avoir un job dans lequel je m'éclate et je suis prête à y mettre de l'énergie. Donc, je dis ça en préambule parce qu'en fait, j'ai été dans d'autres phases de vie et je pense que, tu vois, l'équilibre, il doit évoluer en fonction des phases de vie. Mes enfants sont un peu plus grands, mais je me réserve le droit de me dire à un moment, en fait, cet équilibre-là n'ira pas et j'irai faire complètement autre chose. Je me mettrai à temps partiel et je m'occuperai de mes enfants beaucoup plus parce que je pourrais le faire, tu vois. Aujourd'hui, bon, voilà. Donc, après, comment, d'un point de vue très concret, déjà, comme j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, je pense que j'ai pas le même rythme de vie et moi, ça me permet aussi d'éviter de m'embarquer dans des trucs un peu complètement... de me faire trop bouffer parce qu'en fait quand j'ai mes enfants j'ai pas le choix en fait, que si je veux les voir je dois être là chez moi jusqu'à 19h. Moi je tiens à dîner avec eux donc je vais plus facilement du coup arrêter plus tôt quitte à aller coucher puis m'y remettre un peu après
Et moi, et comme de toute façon, je suis un peu assignée à domicile, bah ça me va bien en fait d'avoir une heure tranquille où je bosse, où j'ai pas un seul mail, j'ai pas une seule réunion. Moi, c'est un truc que j'aime bien et je choisis aussi des activités qui me nourrissent à ce moment-là. Typiquement, je parlais d'écrire des articles, des trucs comme ça. C'est des trucs que je suis contente de faire en fait dans ces moments-là. C'est pas des choses qui m'épuisent. Et après, il y a aussi des moments où je suis contente de me dire, bah là, je vais pas me poser trop de questions. Enfin, tu vois, faut pas non plus tomber dans l'écueil de je veux tellement avoir un équilibre vie pro, vie perso que je culpabilise de pas avoir assez de vie perso. Et la dernière chose, c'est que je pense que ça, c'est un peu l'âge, la maturité qui fait ça. Je sais pas si je suis très vieille, mais aujourd'hui, je connais mieux, en fait, les choses que je dois faire pour me sentir bien. Je fais pas mal de sport, tu vois, j'ai couru le marathon l'année dernière, enfin il y a 6 mois. J'adore, enfin en fait j'étais dans un club de triathlon, là j'ai repris le handball, enfin en fait et donc je sais qu'à un moment, par exemple, si j'ai plus le goût de faire du sport, c'est qu'il y aura un problème, tu vois. C'est qu'à un moment j'aurais oublié un peu, je serais en train de courir après moi-même, tu vois. J'adore dessiner. Bah c'est pareil, tu vois, là ça fait un bout de temps que j'ai pas dessiné. Bon, je sais que c'est un peu conjoncturel, c'est souvent en hiver que je me remets à dessiner, mais tu vois, pareil, je sais que j'ai un petit warning de là où je fais aussi de la couture, tu vois. Bah, si j'ai pas fait d'activité créative depuis X temps, si j'ai plus envie d'aller courir, c'est que je suis plus très bien dans mes pompes. Et donc moi c'est plus ça mon baromètre en fait, c'est ces activités. Et je trouve ça plus facile en fait, plutôt que de dire il faut concilier, tu vois, se dire bon, quelles sont les activités auxquelles je tiens vraiment. Voir mes enfants, voir mes amis, être disponible auprès de mes amis, tu vois. On discutait encore le jour avec une copine qui disait j'arrive pas à me connecter avec mes amis quand on se parle. Mais ouais, en fait, ça c'est que t'es à côté de tes pompes, en fait, tu vois. Si quand je vois des gens, j'ai l'impression de pas avoir d'énergie émotionnelle disponible pour me connecter à eux, bah c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est que l'équilibre il y est plus. Et donc tu vois, moi j'ai plus ces baromètres-là, et donc je fais hyper attention à ça, tu vois. C'est plus ça que je regarde. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ah si, parfaitement, c'est la réponse la plus complète et structurée que j'ai depuis le début du podcast, parce que, comme tu l'as dit, elle est pas facile du tout. Et là, ce que je vois, c'est que tu as appris à bien te connaître, à savoir ce que tu veux, et ça te permet d'avoir les bons curseurs pour équilibrer l'ensemble. Ouais. Et ça, il faut rééquilibrer tout le temps. Franchement, il faut équilibrer tout. Enfin, tu vois, tu fais une rencontre, un machin, hop, bah ça change tout en fait. Il faut tout repenser. Et mais franchement, d'avoir des repères sur soi-même. Moi ça m'aide vachement. Enfin, franchement, ça m'aide vachement plus que tout le reste. Depuis le début du podcast, on parle beaucoup de l'aspect croissance. Ouais. Alors, croissance, ça peut être le côté toujours plus, etc. Moi, j'aime bien te parler de croissance saine aussi. Pour toi, les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance saine, c'est lesquelles ? Enfin, c'est pas simple comme question, mais je vais répondre de manière un peu abstraite et après on essaiera de développer. Pour moi, une croissance saine, c'est une croissance où on n'a pas tous l'impression d'être en train de souffler dans une énorme bulle. Okay. Et je pense que déjà, en fait, ce truc-là, on sait tous un peu le sentir quand on fait ça. Moi, ça m'arrive, il y a des trucs, je me dis, en fait, là, à mon avis, c'est une bulle. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut le prendre comme étant une bulle. Prends ce qu'il y a à prendre, mais par contre, mets pas tous tes œufs dedans, parce que ça pourra péter un jour ou l'autre. Donc, pour moi, tu vois, tu peux t'amuser à faire des bulles, hein. Les réseaux sociaux, c'est souvent des bulles. Tu sais que du jour au lendemain, ça peut décoller, mais du jour au lendemain, ça peut s'écraser. Bah, voilà, ça reste une bulle. Donc, pour moi, une croissance saine, c'est être capable de développer et de nourrir ces bulles-là parce qu'on est dans un monde où ça fonctionne comme ça. Malheureusement, heureusement, on sait pas. En tout cas, c'est comme ça. Et avoir les reins solides pour ne pas négliger le reste. Et pour moi, le reste, une croissance saine, c'est avoir des clients qui sont contents, par exemple. Donc, surveiller ton taux de churn, analyser tes résultats, te poser sans arrêt la question de est-ce qu'on va dans la bonne direction, être capable de réfléchir sur quel est le sens aussi de mon job, tu vois, quel est le sens de mon activité, c'est tous les trucs de raison d'être, et c'est des sujets qu'on n'a pas du tout évoqués, mais moi qui m'intéressent aussi vachement. Mais tu vois, est-ce que j'ai vraiment encore une raison d'être ? Si oui, c'est laquelle ? Sinon, laquelle ça va devenir. Mais tu vois, si à un moment, tu es en train de courir après tes trucs, oui, tu as de la croissance, mais qu'en fait, tu sais même pas à quoi c'est lié, que en fait, tu as l'impression d'arnaquer tout le monde et tout, il y a des chances que ça te pète à la figure un jour. Donc, tu vois, moi, je fais un peu attention à avoir les deux à la fois. Parce qu'on est obligé de faire un peu les deux, je trouve. Et tout à fait. Donner du sens. Ouais. Et que ce soit éthique. Et que le sens, il soit, tu vois, un moment qui soit un peu universel, en fait. Il faut que tu aies un sens universel pour durer dans le temps. Et en fait, toutes les boîtes qui durent dans le temps, à un moment, elles ont une raison d'être. Alors, soit c'est parce qu'elles produisent quelque chose, tu vois, mais il faut qu'il y ait quand même une corrélation directe entre la valeur réelle que tu apportes, que tu crées, ce que tu produis, la qualité du service que tu fournis et la manière dont tu te rémunères. En fait, si à un moment ça s'envole, si tu as l'impression que
tu fais un truc où tu vends un peu des trucs pas ouf, mais que t'as quand même une belle croissance, genre, pour moi, c'est un truc, c'est qu'il y a une douille quelque part, tu vois. Soit tu douilles la planète, soit tu douilles tes clients, soit tu douilles Tes talents. tes salariés, enfin, tu vois. Mais soit tu t'es en train de te cramer toi-même et t'es à côté de tes pompes, enfin, mais c'est ça, en fait, tu vois, la croissance saine pour moi. Alors justement, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'odyssée sans adversité. D'un point de vue marketing, est-ce que tu peux me dire quel est ton plus grand ennemi? Il me semble qu'en plus, on avait déjà parlé de ça. Et attends. Peut-être bien. Bah moi, mais si, moi je suis ça, faut pas que je le dise trop fort, mais alors moi je suis pas du tout active, enfin très active sur les réseaux sociaux classiques tu vois, les Instagram, TikTok et tout. Et je sais hein, que je devrais le faire. Genre, je sais que ça fait partie de mon job, mais je sais pas pourquoi j'ai une espèce de révulsion, tu vois, pour ces trucs-là où en fait ça me dérange et je pense que c'est un peu un biais du métier, quoi. Et donc j'ai vachement de mal à me tenir à jour sur certains canaux. Alors je sais que le jour où je devrais vraiment le faire, je serais capable de le faire, hein, mais j'avoue que c'est un peu c'est un truc que j'aime bien déléguer et je suis ravie par exemple là d'avoir une de mes salariées qui est hyper calée sur les réseaux sociaux et je lui délègue avec tellement de plaisir parce que moi en fait ça me désespère donc de voir des commentaires des haters, les trucs comme ça, j'ai pas envie de me mettre là-dedans et je trouve que je pense que j'ai trop de respect pour le temps des gens aussi pour avoir envie de contribuer à les inciter à le gaspiller, quoi. Ok, donc ton plus grand ennemi, c'est comment tu pourrais le résumer par rapport à ça? C'est Mais c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un truc de tu sais, c'est peut-être aussi des formes d'incompatibilité que tu peux avoir entre la nécessité de ton boulot et puis tes valeurs profondes, tu vois. Et j'avais un peu ce truc-là aussi avec la pub, par exemple. Et j'ai fait un passage, on n'a pas parlé, mais en agence de pub juste avant. Et à la fois, je trouvais ça indispensable pour bien faire mon métier, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, j'étais contente de le faire. Et d'un autre côté, ça me désespérait, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, on puisse dépenser autant d'argent pour faire acheter des choses aux gens dont ils n'ont pas besoin. Tu vois, genre, je me disais, c'est pas possible, en fait. Et donc, tu vois, c'est un peu ce truc-là en fait, moi, mon plus gros ennemi, parfois, c'est juste mes propres valeurs aussi, tu vois, de me dire, mais en fait, comment est-ce que j'arrive à réconcilier ça? Et tu vois, je suis contente parce que là, dans le métier que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression de réussir à le faire d'une certaine manière, mais je suis ultra vigilante. Et donc, tu vois, typiquement, les réseaux sociaux, j'ai toujours un peu ce truc de genre, en fait, là, je sais qu'il y a un moment par rapport à mes propres valeurs, ça peut coincer. Et donc, c'est parfois mon propre ennemi, tu vois, parce que je suis peut-être pas assez sans foi ni loi sur ces sujets-là. Mais je trouve que c'est assez fort là aussi parce que tu as été vivre cette dualité-là et t'en as fait une compétence d'esprit analytique et critique en fait. Ah ouais, mais j'adore faire ça. Important. C'est hyper important pour des marketeuses et des marketeurs d'ailleurs d'avoir un esprit critique, une vision sur les choses. Ouais. Bah en fait, ça te permet aussi d'avoir souvent un coup d'avance. Enfin, honnêtement, tu vois, je pense que j'invente rien en disant ce que je viens de te dire, tu vois. Et je pense juste qu'on le sent tous, mais qu'on a plus ou moins envie de l'entendre. Mais ce genre de choses, c'est des lames de fond qui finissent par faire tellement de bruit qu'on finit par les suivre et que le fait d'être capable de les écouter te permet en général de mettre un pied dans le sujet avant les autres. Et au-delà de la stratégie marketing que ça pourrait représenter, je pense que c'est aussi important, tu vois, d'un point de vue humain, d'être capable de faire résonner, tu vois, ce que je disais sur la finance pour les femmes. Genre, en fait, tu sens qu'il y a des trucs qui grondent, faut s'en saisir aussi, tu vois. Et de toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à la toi du tout début, à la Aurore novice, débutante, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Attends, je vais essayer de pas te dire un truc trop bateau quand même. Parce que qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah non, mais alors moi, je pense que la moi d'aujourd'hui... Ah si, je sais. Je vais te donner un exemple très concret. Après, j'en extrai un conseil. Je te disais, j'ai fait des études plutôt en sciences humaines. Donc moi, je suis arrivée chez L'Oréal avec des gens qui avaient tous fait des écoles de commerce. Et donc moi, j'étais persuadée, parce que j'avais pas touché à une calculatrice depuis 5 ans, que j'étais naze et à la ramasse sur ces sujets en maths. Et je me souviens que dès que j'avais des sujets un peu matheux, Excel et tout, je m'en faisais une montagne parce que je me disais, je suis pas capable, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a un moment, et je crois que c'est quand je suis arrivée chez Santander, où pour le coup, et notamment où j'ai eu un manager qui m'a plus donné confiance en moi par rapport à ça. Et je me suis mis à prendre vachement de plaisir, en fait, à utiliser ces outils-là. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais
pas du tout nulle sur ces sujets. Et donc, je pense que le conseil que je me dirais, c'est genre, en fait, essaye quand même. Te dis pas que tu vas pas y arriver. Pose des questions et t'as le droit de pas savoir. Et franchement, ça c'est peut-être très junior, mais bon, c'était ta question. Mais en fait, t'as le droit de pas savoir quand t'arrives en entreprise. Il faut pas, et franchement, faut poser les questions, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être ça et tu peux savoir, tu vois. Si t'es curieux, tu peux apprendre, tu peux savoir, mais pose les questions. Donc, poser les questions, savoir où aller chercher l'information. Ouais. Mais tu te rends compte, en fait, moi, j'avais une admiration complètement démesurée par rapport aux gens qui me gouvernaient, j'allais dire. Mais tu vois, je me disais, c'est sûr que vu qu'ils sont au-dessus de moi, ils sont meilleurs que moi, ils ont toutes les réponses. S'ils me demandent de faire un truc, c'est forcément la bonne chose. Bah, la réalité, c'est que c'est parfois vrai et parfois pas vrai, tu vois. Et que quand t'as un petit truc dans ton oreille qui dit, bah, en fait, j'y arrive pas, je comprends pas, je suis pas capable, c'est peut-être juste qu'on t'a mal expliqué, tu vois. Et à l'époque, c'est un truc un peu scolaire, je pense, tu vois. Tu as l'habitude de dire, bah, le prof, il sait tout et moi, je sais rien. Et donc, changer de posture et arrêter dans une posture d'apprenant avec l'humilité et l'intelligence humaine que ça nécessite aussi, tu vois. L'idée, c'est pas non plus d'arriver et dire, je vais vous apprendre à faire votre métier, tu vois, mais juste être capable de poser des questions de manière intelligente. Moi, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt parce que du coup, je me sentais écrasée par des organisations dans lesquelles j'arrivais pas à trouver ma place parce que j'osais pas prendre ma place, tu vois. Voilà. Ouais. La curiosité est un super pouvoir dans le monde de l'entreprise, donc Carrément. faut vraiment en abuser. Il n'y a pas de questions bêtes, loin de là, c'est Carrément. clair. Et dernière question, pour un futur épisode de la Gloss Odyssée, si tu avais des entrepreneurs, responsables marketing ou leaders de la vente à nous recommander, qui tu pourrais nous suggérer? Tu veux des gens qui sont vraiment dans le métier du marketing? Marketing, vente, direction, vraiment C-level. J'ai un ami que je pourrais te recommander, mais bon, il est assez sollicité, donc c'est pas dit qu'il puisse se rendre disponible. Mais je pense à Cyril Pierre de Gaillard qui a monté une école qui s'appelle la Rocket School et qui font de la formation au gros hacking. Et pour le coup, il est assez visible, mais je pense que ça serait un invité super intéressant parce que ce qui est amusant, c'est que déjà, c'est un entrepreneur qui a monté plein de boîtes et qui, en plus de ça, a une vraie curiosité sur ces sujets de growth et il est ultra calé, alors que c'est pas sa formation initiale, mais parce que je trouve qu'il a aussi la curiosité des gens qui arrivent un peu plus tard sur ces sujets et qui ont un vrai goût en fait de la chose. Donc ça peut être un invité intéressant, je pense. C'est une superbe idée, d'autant plus que Rocket School, je connais, on est passé par eux notamment pour des postes de BDR chez Make the Grade. Donc je vois bien la valeur ajoutée, etc. C'est une superbe structure qui couvre maintenant au niveau national aussi. Ouais. Donc écoute, on essaiera, on lui enverra un message. Tu me diras. Et je te dirai. En tout cas, super épisode. Merci pour toute la passion, les réponses que tu nous as évoquées. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt, Aurore. Merci beaucoup, Simon. À bientôt.